Namaskar. J'ai reçu une cinquantaine de messages de gens qui me demandaient un peu ce qui se passait en Inde, donc j'ai décidé de faire une réponse en vidéo et de la partager. Pour la réaliser, j'ai dû faire quelques interviews, donc j'ai appelé des gens que je connais, une personne qui dirige un hôpital, un journaliste d'India Today, des gens des services de renseignement, ça c'est la base de la chaîne, des gens dans le gouvernement de différents bords politiques, voilà, un peu tout le monde. J'essaie de ne pas prendre trop de leur temps parce qu'ils sont occupés en ce moment, mais pour avoir une vision un peu claire de ce qui se passe dans le pays par rapport à ce qu'on peut voir dans le reste du monde. Donc j'ai fait une vidéo super simple, j'ai juste mis mon téléphone, j'ai écrit sur un tableau à côté quelques points, c'est pour ça que je vais des fois regarder un peu à côté. Et ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et je referai une vidéo dans 3-4 jours où j'essaierai de répondre à tout le monde si vous avez des questions variées. Les seules questions auxquelles je ne répondrai pas, c'est quel traitement faut utiliser, ainsi de suite. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste. Donc je ne rentrerai pas dans ce débat-là parce que j'ai aucune pertinence là-dessus. La première chose que je vais faire, c'est que je vais rappeler un peu la situation de ce qui est passé sur le Covid en Inde depuis le début. Donc si on prend le début de la crise tout début 2020, l'Inde se rend compte d'un truc, c'est que le pays n'est pas du tout préparé pour ce genre d'exercice. Déjà, c'est un pays qui a une faible capacité hospitalière. Donc en Inde, il y a 0,6 lits pour 1000 habitants. Pour vous donner un ordre d'idée, des pays ce qu'on appellerait développés comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, c'est 2,5, 2,7 lits pour 1000 habitants. Et les pays qui sont au top, comme la France, qui est un des pays dans le top 10 mondial du système médical, c'est 6 lits par habitant. Donc c'est x4 à peu près avec un pays comme les États-Unis, x10 avec un pays comme la France. Les gens me diront, ouais, la population est plus jeune, donc ils ont besoin. C'est vrai, mais quand même, les hôpitaux sont pas mal débordés en Inde. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que si vous avez vu des images d'hôpitaux débordés, il y a des hôpitaux en Inde, j'ai déjà amené des proches dans des hôpitaux en Inde. Il y a des hôpitaux, ils sont débordés depuis 1947 en gros, ils ont toujours été pleins, donc c'est pas quelque chose de... Forcément, si vous rajoutez un stress dessus, ça va exploser. Mais il y avait une situation médicale en Inde qui était compliquée depuis très longtemps en fait. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, ça s'est amélioré, mais en fait, plus on met de systèmes médicaux, plus les gens en fait les consomment, donc il y a toujours cette pression-là. Je pense qu'il faudrait faire plus. Mais voilà, c'est ça la situation là-dessus. Ensuite, l'Inde fabriquait pas du tout d'équipements de santé type masque, les combinaisons, PPE, ainsi de suite. Il n'y avait aucune capacité de production dans le pays. Pour les tests, pareil, il y a des labos, mais il y avait quelques laboratoires à Delhi. Ça marchait pour un usage classique au quotidien, mais pas dans le cadre d'une pandémie. Il y a quand même quelques avantages que l'Inde a vis-à-vis d'une pandémie. Un, c'est son industrie pharmaceutique. L'Inde est un géant de la pharmaceutique, c'est le 3e fabricant de médicaments au monde et c'est le premier fabricant de vaccins au monde en quantité. Donc la plus grosse usine de vaccins au monde, c'est assez marrant, a ouvert en 2019 en Inde, dans la région de Pune. Donc l'Inde était équipée là-dessus pour produire en masse. Mais il faut quand même rappeler que même si l'Inde, c'est souvent le problème en Inde, quand on voit que l'Inde est premier, deuxième, troisième quelque part, il faut toujours le ramener à la population, ou inversement, quand l'Inde est dernier quelque part, il faut souvent le ramener à la population. Même si l'Inde produit énormément de médicaments, ça reste toujours... la population consomme tellement qu'il y a tellement de population que c'est pas forcément quelque chose de parfaitement aligné. Et puis après, il y a des facteurs autres. Par exemple, l'âge de la population, l'âge médian en Inde doit être à 27 ans. Donc c'est pas super bas, mais c'est pas très haut non plus. Du coup, c'est une population qui est peut-être moins malade que dans d'autres pays. Il y a moins de cas d'obésité, ainsi de suite. Il y a énormément de diabète et de cholestérol en Inde, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est pas un pays parfait où les gens sont parfaitement en bonne santé, mais quand même par rapport à des pays européens vieillissants, typiquement l'Allemagne ou l'Italie, ainsi de suite, c'est forcément un pays qui est moins en proie à avoir beaucoup de décès. Donc le gouvernement, en gros en mars dernier, sait que si la pandémie est dure et arrive en Inde, ça va être très compliqué. Donc il ferme tout le pays. Il y a un lockdown absolu et je me suis retrouvé, moi j'habite à Delhi, pendant des mois bloqué chez moi, j'ai pas mis un pied en dehors de chez moi pendant des mois. Et je voyais en France, les gens, ils allaient promener leurs chiens, ils allaient faire du footing. Mais c'est quoi ça? Moi, je suis sûr de chez moi. Avec ma tête de Cachemiri, il y a des policiers qui vont arriver, qui vont me mettre des coups dans les genoux. Ça va être, je viens pas du Cachemire, mais j'ai une tête de Cachemiri, qui vont me mettre des coups. Vous avez sûrement vu ces images qui sont à la fois marrantes et à la fois un peu terribles, des répressions policières, des gens qui respectaient pas le confinement. Donc ça a été un confinement très strict.
Au début, il y avait très très peu de tests, il y avait vraiment très peu de capacité pour tester. Et donc, le gouvernement utilisait ce temps-là pour essayer de tout développer. Donc, ils ont ouvert plein de laboratoires de recherche, ils ont lancé la production de plein d'équipements, de masques, ainsi de suite. Et à la fin du lockdown, l'Inde était, et il est toujours, et d'ailleurs, le deuxième producteur au monde d'équipements type masque. Et pour ce faire, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé l'industrie du textile qui est énorme en Inde. Ils ont transformé des usines de textile qui fabriquent pour Zara et ainsi de suite, pour en faire des usines de masques. Et par contre, le système de santé, ils ont pas pu le changer dans la nuit, mais ils ont transformé des hôtels, des hangars, ensuite ils ont mis des tonnes de lits en espérant que ça passe. Et économiquement, c'était compliqué, on ne peut pas tenir des mois et des mois comme ça. C'est un pays en énorme croissance, l'Inde. C'est un pays où il y a un contrat social entre l'État et la population en disant voilà, on laisse l'État tranquille, mais il faut que l'Inde sorte 30 millions de gens de la pauvreté tous les ans depuis 20 ans. Donc voilà, il faut continuer à faire ça, sinon la pauvreté devient un problème. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'État a dû rouvrir, c'était fin mai, l'année dernière, ça dépend des États. Et là, forcément, les cas ont explosé. Donc il y a plein de gens qui ont commencé à l'avoir, ça a augmenté. Donc juillet, août, septembre. Ensuite, le pic, ça a été en septembre. On était arrivé à pas loin de 100 000 cas par jour. 95 000 de mémoire. Je mettrai les schémas en incrustation. Donc c'était important, mais c'était pas par rapport à la population, ainsi de suite, c'était pas non plus énorme. Il n'y a pas eu une grosse crise. Il y a eu un stress sur le système médical. Comme de base, il est stressé, ça a été un peu compliqué, mais il s'est rien passé de terrible. Et à partir de septembre, les cas ont commencé à rebaisser. Donc moi, en octobre, j'ai repris une vie complètement normale. J'ai la salle de sport, j'ai recommencé à voyager pas mal. Je pense que tous les derniers mois, j'ai dû faire 20 000 km d'avion tous les mois, facilement. Et bon, voilà, nous, tous les bureaux avaient rouvert, même les bureaux avaient rouvert l'été, hein, les restaurants et ainsi de suite, tout avait repris. Alors, je sais que dans le reste du monde, on aime bien prendre des pays qui a des bons clients en fait, dans la presse, comme la Suède. On aime bien montrer que la Suède, c'est un pays qui va bien, ainsi de suite. Et l'Inde, c'est jamais le cas, parce que si vous prenez sur n'importe quel site, vous allez sur la BBC, Wall Street Journal, comment ça s'appelle, tous les médias internationaux, Le Monde en France, ainsi de suite, vous tapez Inde, vous regardez les 100 derniers articles, c'est forcément 100 articles négatifs. Il se passe jamais rien de bien en Inde, ils vont jamais parler d'un truc possiblement. C'est un client, l'Inde, où on va toujours dans le quartier le plus pourri, on va toujours dans l'endroit le plus misérable, parce que voilà, c'est un pays où on aime bien montrer ce qui marche pas. Il y a plein de trucs qui marchent pas en Inde, mais c'est ça dont on parle. Donc on n'a jamais montré d'image de l'Inde qui marchait bien, mais pour les voir, si vous allez sur les réseaux sociaux, pour voir que la vie avait repris. Moi, j'ai fait un énorme événement avec des centaines de personnes au mois de décembre, donc tout avait repris normalement. Et ce qu'il faut voir ici, c'est que le Covid, l'Inde, c'est un pays qui ne parle pas trop du reste du monde. C'est pas un pays qui est très ouvert sur le reste du monde. À part si le reste du monde parle de l'Inde, mais sinon, ils ne s'intéressent pas trop à ce qui se passe à l'étranger. Du coup, l'Inde avait on avait l'image ici que le coronavirus, c'était fini, ça ne nous touchait plus, donc ça n'existait plus et les gens n'avaient absolument plus rien à faire. Porter un masque, mais c'était à peu près tout. Et donc voilà, la vie était redevenue normale. Après, ça avait duré, finalement, le Covid, c'est un truc qui avait duré quelques mois de lockdown et quelques mois où il y a eu un peu de cas, et puis après, octobre, c'était fini, c'était reparti. Du coup, quand la vaccination a commencé au mois de janvier, donc là, un énorme producteur de vaccins. Il y a un vaccin local qui a été développé par l'Inde qui s'appelle le Covishield. Et puis après, il y a le AstraZeneca classique avec Oxford, à l'université d'Oxford, qui a été développé. Et ça n'intéressait personne. C'est-à-dire qu'à part quelques personnes âgées, les gens ont dit si je l'avais vu l'année dernière, je l'aurais fait. Mais maintenant, ça ne sert à rien, donc je ne vais pas me faire vacciner. Donc ils ont dû jeter plein de doses. Ils ont commencé à exporter pratiquement la moitié de la production à l'étranger. Je vous mettrai une petite carte avec les pays qui ont reçu des vaccins indiens. C'est énorme. Donc l'Inde s'est dit, voilà, on va avoir un business avec les vaccins, on va les exporter. Les gens ne les veulent pas spécialement. Il n'y a pas de débat en Inde sur est-ce que le vaccin ça marche. Ensuite, c'est un truc qui est très occidental. En Inde, les gens, ils n'ont pas trop cette mentalité. Encore une fois, je n'ai pas d'avis moi sur la question. Mais il n'y a pas de débat sur est-ce que le vaccin il est dangereux ensuite. Les gens, ils le prennent et quoi qu'il arrive. C'est juste que ça ne les intéresse pas de prendre un vaccin parce que ils pensent que la pandémie est finie. Donc voilà, le pays vivait tranquillement. Et il y a quelques semaines, ça arrivait vraiment au début mars, je crois, il y a un nouveau variant qui est arrivé. Je ne vais pas vous dire exactement ce qui s'est passé, je ne suis pas spécialiste, mais il y a des gens qui sont revenus du Canada, d'Angleterre, d'Afrique du Sud, de pas mal de pays, et il y a eu des mutations, c'est encore à l'étude actuellement, du virus. Donc il y a eu un variant indien qui s'est créé et qui est complètement différent.
Il y a plein de paramètres qui sont différents. Alors déjà, les symptômes sont différents. Les symptômes du Covid classique existent, mais il y a des nouveaux symptômes. Par exemple, vous allez avoir des crampes abdominales, vous allez avoir des moments d'oubli, de mémoire, de confusion intellectuelle. Et vous avez des trucs très bizarres, par exemple, les gens ont le bout des doigts qui devient bleu. Donc voilà, c'est des choses qui sont différentes. Le vaccin aiderait, d'après ce qu'on étudie actuellement, mais c'est pas du tout la panacée, ça veut pas forcément, vous pouvez complètement le ravoir, même en ayant eu le vaccin. En tout cas, l'AstraZeneca, c'est sûr. Il y a des gens qui ont eu l'AstraZeneca et qui ont été malades après. Les tests ne marchent pas forcément. J'ai un ami français qui vit en Inde, qui a fait 3 tests. Il a dû faire une radio en fait à la fin pour prouver que c'était bien le coronavirus, mais tous les tests étaient absolument négatifs. Donc voilà, c'est quelque chose qui est complètement différent. Le traitement, on ne sait pas trop exactement aussi ce qu'il faut utiliser. Donc voilà, il y a un nouveau variant qui est arrivé. Et ce variant a explosé. Il a pris tout le pays de court. Alors, il y a un jeu en Inde politique et médiatique de blâmer tel ou tel rassemblement, telle ou telle personne. Alors le parti du BJP va dire que c'est la faute du Congrès parce qu'ils ont fait des élections et du coup ils sont rassemblés. Le Congrès va dire que c'est la faute du BJP parce qu'ils ont fait pareil, c'est des partis politiques qui font la même chose. Il y a eu un rassemblement religieux dans le nord de l'Inde, il y a eu des grands mariages, il y a eu plein d'événements, il y a eu plein d'autres gens. Est-ce que ça a participé? Oui, complètement. Si vous mettez des gens ensemble et qu'il y a un nouveau variant super puissant qui est dans la nature, ça va jouer. Mais c'est pas du tout que à cause de tel ou tel événement. Vous avez 1,4 milliard d'habitants, moi, j'en suis le premier. Hein. Tous les jours, j'étais dehors, je fais 5-6 rendez-vous par jour, je prends l'avion tous les 3 jours, je prends le métro, j'ai pris le train, j'ai passé un week-end dans une base militaire de l'armée indienne avec des centaines de soldats. Voilà, moi comme tout le monde, je suis au restaurant 5-6 fois par semaine parce que je suis en déplacement. Donc comme tout le monde, si vous prenez le nombre d'interactions de la population, c'est monstrueux. Donc je pense pas qu'il y a un événement particulier qui ait précipité les choses, c'est juste que les gens vivaient de manière complètement ouverte et on se rend compte que si on n'avait pas fermé le pays l'année dernière, ça aurait été terrible. Donc c'est ça la situation. Donc le virus a énormément pris et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'était une catastrophe. La première chose qui s'est passée, c'est que dans le management indien, donc j'ai appelé des gens, j'ai même appelé un ministre d'État pour voir un peu ce qui est passé. Il m'a dit que la personne en Inde, c'est un bureaucrate qui chargeait de la logistique du coronavirus, de l'oxygène, la personne en charge de la distribution d'oxygène dans le pays, est en soins intensifs maintenant. Il ne peut pas travailler. Dans l'état du Bihar, qui est un état qui doit faire 100 millions d'habitants, le chief secrétaire de l'État est mort. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, mais c'est un pays où la plupart des bureaucrates sont assez vieux, et du coup c'est des gens qui sont plus facilement touchés par le virus, et donc il y a un énorme problème en fait de management où les gens juste sont tombés malades, ou certains sont morts. Et ensuite il y a eu beaucoup de choses qui ont manqué. La première chose qui a manqué, c'est l'oxygène, et je pense que ça on en a beaucoup parlé en Inde et dans le reste du monde. Il y a eu beaucoup de problèmes liés à l'oxygène. Alors j'ai appelé des gens qui ont des hôpitaux ainsi de suite pour savoir ce qui s'est passé, et ils m'ont dit qu'effectivement ça a été compliqué. En général, l'oxygène est là quelque part, mais le problème c'est la logistique, c'est qu'il y en a trop à certains endroits, pas assez à d'autres, et donc ça a posé des problèmes. C'est allé vraiment jusqu'à des gens qui m'ont dit qu'il y a eu des gens qui sont morts dans leur hôpital parce qu'il n'y avait pas assez d'oxygène, et donc s'il y avait eu de l'oxygène, c'est très possible que ces gens auraient pu survivre. On ne peut jamais savoir, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont morts dans le pays juste par un problème logistique lié à l'oxygène. Et puis, l'Inde s'est dit, donc voilà, il faut aussi qu'on relance la vaccination, parce que ça intéressait personne jusqu'ici, mais il faut le reprendre. Et l'Inde avait besoin de composants chimiques, de composants de molécules, ainsi de suite, que l'Inde n'a pas en interne. Donc, elle les importe des États-Unis. Et les États-Unis étaient très réticents à leur livrer, et donc ça a dû être escaladé au niveau des services de renseignement. Donc c'est Ajit Doval, qui est notre chef des services de renseignement, qui a eu négocié avec les services de renseignement américains. Je ne sais pas je pourrais peut-être le savoir plus tard, mais quelle est la nature de cette discussion, mais c'est forcément lié, vous rentrez forcément dans de la menace quand c'est à ce niveau-là, si c'est géré par ces personnes-là, de faire livrer. Donc les États-Unis ont plié et acceptent en fait de livrer l'Inde pour qu'ils puissent produire plus de vaccins. Donc la situation a été très mauvaise. Il y a eu effectivement les hôpitaux ont été saturés. Il y a eu pas mal de morts, et il y a des gens qui sont morts par manquement en fait logistique du pays. Je voudrais quelques trucs dont on n'a pas trop parlé. Un des gros problèmes, c'était les ambulances. L'Inde a un système très faible d'ambulances. La plupart des ambulances, d'ailleurs, c'est pas des ambulances, c'est des vannes avec un lit à l'intérieur et une perfusion accrochée au toit.
Mais c'est quelque chose qui a beaucoup manqué. Il y a des gens qui ont dû utiliser des voitures personnelles pour amener des proches à l'hôpital et ainsi de suite. Ça a été compliqué. Alors après, dans le traitement médiatique, c'est est-ce que ce qu'on montre dans le reste du monde, c'est la réalité ou pas? Alors est-ce qu'il y a un problème? Comme je dis, oui, il y a un problème, oui, il y a des morts, oui, ce variant est super dangereux, oui, il y a eu des manquements politiques et de l'État central et de tous les États. Je pense qu'il n'y a personne qui s'est vraiment montré admirable sur la situation. Par contre, il y a quelques trucs qu'il faut quand même rectifier. Il y a eu beaucoup de fake news. Si je prends l'exemple des gens qui sont morts dans la rue, vous avez des cas dans la rue, c'est jamais arrivé, il n'y a pas de gens qui meurent dans la rue. Vous regardez les chiffres, je reparlerai des chiffres un peu après, on n'est pas du tout à ce niveau-là. C'est New York Post, je crois, qui est un des plus gros journaux au monde, qui avait mis une couverture avec des photos, on voyait des gens morts dans la rue. Ils ont dû la retirer parce que les photos ont été retrouvées, c'est un accident de gaz de l'année dernière. Donc ça n'a aucun rapport avec le Covid, c'est un accident, quoi. Il y a des gens qui sont morts dans une fuite de gaz. Et puis après, il y a quelque chose qui a pas mal choqué en Inde, c'est les photos des lieux de crémation. C'est quelque chose qu'on montre jamais en Inde, ça ne se fait pas du tout, c'est quelque chose d'intime, enfin, c'est le respect des morts, donc ça on le fait jamais. Et ça a beaucoup choqué que le reste du monde le fait. Alors ça ne veut pas dire que l'Inde demande au reste du monde de ne pas en parler, et je pense que c'est bien de montrer ce qui se passe en Inde, et je parlerai un peu plus tard de pourquoi, mais il y a un minimum de décence à avoir vis-à-vis d'un pays. Quand il y a eu des morts en Italie, qu'on a mis dans des camions frigorifiques, aux États-Unis, à New York, et ainsi de suite, la presse indienne s'est jamais permis de montrer des cadavres. Quand les attentats de Charlie Hebdo ou du Bataclan, tout le monde les a, hein, les photos. Si vous voulez trouver la tête de Samuel Paty sur Internet, en 2 clics vous l'avez, mais on les publie pas, quoi. On fait pas ça. Donc ça a pas mal choqué. Pourquoi en fait nous sur notre pays il n'y a aucun respect des morts, alors que sur les autres pays c'est pas quelque chose. Après c'est c'est humain, ça change rien à la nature du problème. Mais voilà, c'est quelque chose qui était pas mal critiqué ici. Et puis bon, après forcément le pays n'est pas en train de s'effondrer, c'est compliqué, mais il n'y a pas un effondrement du pays. Ça a duré quelques semaines, il y a eu des morts, c'est très mal passé. Mais voilà, ça change pas la nature de ce qui se passe en Inde en général. Si vous regardez d'ailleurs n'importe quel média indien, vous ouvrez Times of India, ce que vous voulez, vous regardez en fait la place du Covid n'est pas énorme dans la presse. Nous, après octobre, plus personne n'en parlait vraiment, donc là c'est revenu, donc vous allez voir des titres, machin, mais vous allez voir plein de trucs sur le cricket, sur des élections, sur de la politique, sur des réformes fiscales, sur Bollywood, sur plein d'autres sujets. Vous regardez une de journal, le Covid, c'est peut-être 20%, c'est un sujet qui est chaud en ce moment, mais il se passe plein d'autres trucs en Inde aussi, comme d'habitude, sur plein d'autres sujets. Après, il y a quelque chose qui est important aussi à voir, c'est les chiffres. Parce que en fait, dès que l'Inde annonce un chiffre, on ne prend jamais le pays au sérieux. Donc on dit toujours ouais c'est complètement sous-évalué, ainsi de suite. Donc je vais en prendre 2, il y a des tonnes de chiffres, mais je vais en prendre 2, je vais prendre le nombre de contaminations et le nombre de morts, je pense que c'est les 2 chiffres les plus importants. Alors, sur le nombre de contaminations, je pense qu'effectivement les gens ont raison, les contaminations sont énormément sous-estimées, et le gouvernement indien et les gouvernements, parce qu'il y a plusieurs gouvernements locaux en Inde, l'assument parfaitement. Tout comme au début de la crise, les chiffres étaient faux parce qu'il n'y avait pas de capacité de test. Après, ils ont été, je pense, très précis parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cas et puis les gens se testaient partout, on devait faire des tests, j'ai fait je ne sais pas combien de tests, ils prenaient même les gens dans la rue pour faire des tests, ainsi de suite. Je pense qu'il y a un moment, mais c'est un moment où la crise n'était pas énorme, où les tests, les statistiques étaient assez fiables, mais actuellement, ce n'est pas le cas pour plusieurs raisons. La première, c'est comme je l'ai dit, c'est un variant qui crée beaucoup de faux négatifs. Vous pouvez aller faire un test et le test sera faux. Et en plus, il y a pas mal d'endroits où les médecins, c'est pas l'État, mais c'est les médecins disent honnêtement, vous êtes chez vous, vous avez le bout des doigts bleus, vous n'êtes pas bien, vous l'avez. Ça sert à rien d'aller à l'hôpital, d'appeler des gens chez vous, ainsi de suite, pour faire un test. Vous l'avez et puis voilà. Contrairement, moi je l'ai eu en juillet dernier, le coronavirus. J'ai appelé l'État, j'ai eu 2 personnes, 1 heure après, 2 femmes avec des combinaisons de spationautes qui ont débarqué chez moi pour me faire un test. Ensuite, c'était super sérieux à l'époque. Maintenant, ils disent bon, on sait que c'est le coronavirus, ça ne sert pas à grand chose. Donc, même s'il y a une capacité de faire des tests qui est importante dans le pays et qui a été maintenue, je pense que les tests sont assez faux et vous pouvez multiplier de combien, je ne sais pas, mais de pas mal le nombre de tests qu'il y a dans le pays. Contrairement au nombre de morts, de la même façon, je pense qu'ils sont très sous-estimés. Par contre, alors j'ai vu, il y a des gens qui disent oui, il y a 10% de plus, 20% de plus de morts, ce qui est déjà beaucoup. Je pense qu'il y a
plus que ça, j'en ai discuté avec la police, je pense qu'il y a 2 fois plus de morts que ce qui est annoncé. Par contre, il y a aussi des gens qui racontent qu'il y a 20 fois, 30 fois plus de morts. Là, il faut arrêter, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? C'est que si vous allez en France, par exemple, il y a un cimetière par village. Le nombre de cimetières est énorme. En Inde, on pratique la crémation, donc on brûle les corps. En fait, il y a très peu de lieux de crémation. C'est pour ça que c'est impressionnant, parce que quand vous voyez des photos, encore une fois, qui ne sont pas très élégantes, mais peu importe, d'un endroit où vous avez 100 personnes qui meurent, il faut savoir que dans des très grandes villes en Inde, qui font plus de 10 millions d'habitants, il y a genre 2 ou 3 endroits pour faire des crémations. Il y a des régions où vous pouvez faire des dizaines de kilomètres pour avoir un endroit de crémation. C'est pas du tout quelque chose qui est à tous les coins de rue. À Delhi, je sais pas, j'ai essayé de regarder combien il y en avait. Moi, je dirais qu'il y en a 5 à Delhi, des endroits. Delhi, il y a 22 millions d'habitants. Donc, en fait, si vous avez même quelque part où vous avez 200-300 personnes qui vont brûler dans la journée sur des crémations, il faut voir que sur la taille d'une ville, c'est pas énorme. Et Delhi, c'est pas une ville où vous pouvez le faire à la campagne. Il y a des fois, ça arrive que les gens ils le fassent dans la nature, ils vont dehors et ils le font. À Delhi, vous pouvez pas le faire, c'est impossible. Donc la police est dans tous les lieux de crémation. En fait, il n'y a pas besoin de beaucoup de policiers pour le checker. Et ça correspond à peu près aux chiffres annoncés par le gouvernement. En gros, comment ça marche? C'est que si vous faites un test, si une personne meurt, l'État vient et fait un test. La plupart des cas, ils arrivent à le faire, mais bon, si au bout de 5 jours, il n'y a pas eu de test qui a été fait, les gens, ils n'attendent pas et ils pratiquent une crémation. Donc et il y a suffisamment de tests, il peut y avoir des endroits où, ponctuellement... En fait, à chaque fois que je vois un article qui dit « ouais, il n'y a pas de test », c'est toujours... c'est ma région, c'est Uttar Pradesh. Ouais, c'est dans les endroits c'est des micros-endroits les moins développés. Enfin, micro, non, c'est un énorme état, mais c'est pas les endroits les plus développés du pays, c'est surtout les endroits qui sont les moins touchés par le Covid parce que c'est des zones rurales. Donc effectivement, je pense que c'est c'est énorme, 100% de différence par rapport à un chiffre officiel. Ça veut dire que le chiffre est complètement faux. Mais c'est pas 20 fois, 30 fois plus que ce qui est annoncé. Donc je pense que c'est à peu près ça sur le nombre de morts. Et encore une fois, ramené à la population, ça ne fait pas un chiffre énorme. Par contre, il y a un truc que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a un énorme buffer entre les chiffres et le moment où ils sont publiés. Parce que ce test-là peut prendre 3-4 jours, ainsi de suite. Puis après, c'est remonté au niveau du district, au niveau de l'État, au niveau de l'État central. Donc je pense qu'on verra en fait, on va voir la courbe qui va baisser, mais le nombre de morts va augmenter, il y aura un délai. C'est plus simple de reporter en fait des cas positifs ou non que les morts. Donc ça par contre, c'est tout à fait vrai, il y a un vrai décalage de peut-être 6 jours entre les... En fait, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est les morts d'il y a 6 jours. Donc comme là, ça a augmenté ces derniers jours, je pense que le nombre de morts va encore pas mal augmenter. Alors, sur la situation de la crise actuellement, aujourd'hui normalement, donc j'enregistre cette vidéo, on est je crois le mardi 4 mai, normalement on est au pic. Alors je vous mettrai le Twitter d'un professeur qui fait des modèles mathématiques de l'IIT, c'est la plus grande université en Inde, l'école d'ingénieurs, c'est un peu comme Polytechnique en France, qui publie tous les modèles, c'est très basique, c'est des maths. Et donc normalement aujourd'hui on est au pic, il y a beaucoup d'endroits qui ont déjà commencé à baisser, il reste quelques endroits comme le Bihar ou Chandigarh qui montent encore pas mal. Donc normalement, à partir de maintenant, ça devrait baisser. Je pense que par contre, le nombre de morts va augmenter à cause de ce dont je viens d'évoquer, qui est le problème de délai en fait sur le nombre de morts, et donc ça va baisser assez vite. Même si ça baisse, le nombre de personnes contaminées qu'il va y avoir dans les prochaines semaines, cumulé, c'est quand même un chiffre qui est stratosphérique. En fait, on se rend vraiment compte en ce moment en Inde, c'est que le fait d'avoir une énorme population, c'est une malédiction en termes de logistique, en termes de fait d'être rapide pour répondre à un problème. La prochaine vidéo d'ailleurs sera j'avais promis de la faire depuis longtemps, sur la démographie indienne, qui est stable depuis cette année. Il n'y a plus de naissances, plus beaucoup de naissances en Inde, mais on accuse le poids en fait de cette population et tout devient très compliqué. Alors par exemple sur l'oxygène en Inde, c'est l'armée qui a récupéré, c'est le ministère de la Défense qui a récupéré le dossier. C'est eux qui ont mis des camions en fait remplis d'oxygène et qui les ont trimballés dans le pays un peu partout. C'est eux qui ont la responsabilité de fabriquer les nouvelles usines. Il y a 300 usines en production d'oxygène. Il y a eu un vrai manquement de pas mal d'États, c'est que l'État central avait donné aux États locaux des budgets pour faire des usines de vaccins. Et mon État, l'Uttar Pradesh, qui n'est pas très bien géré, ainsi de suite, enfin, qui est bien géré actuellement, mais qui est un État où tout est compliqué, a réussi avec un budget, je crois, de 8 usines à en faire 8. Et Delhi, par exemple, qui est un État qui est pourtant très riche,
On a fait une, je crois, avec le budget. Donc il y a eu un vrai manquement politique de plein d'endroits, quel que soit, encore, je ne sais pas un débat politique, hein, quelle que soit la couleur politique des personnes. Et donc là, il y a en urgence des usines qui sont en production, et c'est géré par l'armée. Ils reprennent la technologie. En fait, ils ont un savoir-faire pour les pilotes d'avion sur l'avion Tejas, qui est l'avion de chasse indien. L'Inde a aussi des Rafales et des avions russes, mais a un avion de chasse local. Et donc, ils ont un savoir-faire en fait pour faire de l'oxygène pour ça. Et après, il y a beaucoup de gros corporates, des boîtes de oil and gas, Tata, des grosses entreprises qui mettent aussi en fait en place des usines de production d'oxygène. Mais finalement, ce qui va se passer, c'est qu'elles arrivent que maintenant, ça met quelques jours à arriver. Il y a des pays qui ont ouvert, la France d'ailleurs, très amicalement a envoyé des compresseurs à oxygène qui ont été reçus aujourd'hui en Inde. Mais en fait, le temps que ça se mette en place, ainsi de suite, c'est le problème de la taille du pays, c'est que ça va arriver un peu trop tard. C'est terrible à dire, mais ça va arriver un peu trop tard. Il y a aussi pas mal de petits conflits politiques. Ici à Delhi, par exemple, le lieutenant général de la ville, ça n'a rien à voir avec l'armée, c'est un terme politique. Maintenant, en fait, a mis une pression sur la municipalité pour gérer, parce qu'il y a eu Delhi, la plupart des mauvaises images que vous avez vues, c'est Delhi, c'est le cas, c'est la ville où c'était le plus compliqué, je pense dans la crise. Voilà un peu pour la situation du pays. Maintenant, moi, ce qui me fait peur, alors je ne suis pas épidémiologiste, c'est la propagation de ce virus. Je devais aller en France avant-hier, et je n'y suis pas allé parce que je ne vais pas participer à propager ce virus, même si je ne l'ai pas actuellement, on ne sait jamais. Donc j'ai pas envie de mettre en péril en fait, des gens à l'autre bout du monde. C'est un virus qui est vraiment dangereux. Il y a plein de gens qui disent ouais, c'est une deuxième vague en Inde. C'est pas une deuxième vague. Une deuxième vague, ça voudrait dire que il y a une situation et puis on rouvre un peu, alors les gens sont infectés, ainsi de suite, mais c'est le même truc. C'est un nouveau variant, c'est complètement différent. Ça a déjoué tout le pays. Le virus en Inde, le premier virus avait complètement disparu. C'est vraiment quelque chose de différent. Et moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est quand je vois ce qui se passe par exemple en France, où le gouvernement se dit bon bah voilà, la situation est un peu meilleure, on va ouvrir le 15 mai les terrasses, ainsi de suite. Il existe un scénario que je ne souhaite absolument pas, c'est que le pays ouvre complètement et arrive, c'est exactement ce qui est arrivé en Inde. Les gens sont sur les terrasses des cafés, vont dans les restaurants, prennent l'avion, partent en vacances, ainsi de suite. Et à ce moment-là, le virus devient important et explose et touche énormément de gens. Donc faites attention à vous, suivez ce variant, hein, il est vraiment dangereux. Il n'y a pas de mal à l'appeler le variant indien, je pense que c'est du nationalisme mal placé de dire oui, c'est raciste de dire que le variant c'est un variant indien, il vient d'Inde, mais il n'y a pas de problème là-dessus. Personne en Inde ne vous le reprochera. Donc voilà, j'espère qu'il ne se développera pas trop en dehors des frontières du pays. Donc comme je vous l'ai dit, si vous voulez poser quelques questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et puis je ferai une vidéo en 3-4 jours pour répondre, ou si pour les gens qui me connaissent, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp ou sur LinkedIn, Ram Divedi. Et puis j'y répondrai avec grand plaisir dans quelques jours. Et prenez soin de vous. Namaskar.